transparence, on peut pas se cacher. Au rugby, on est un sport où on passe au sol. Par exemple, si tu as un deuxième ligne et que ton maillot est tout propre à la fin du match, on sait que t'as pas fait grand chose. C'est qu'on a déjà pu distribuer, aller chercher un million, plus d'un million de financement public pour nos clients. Pour les TPE-PME, 80% des entreprises qui ont droit à des aides passent à côté. Et comme au rugby, il faut comprendre les règles pour pouvoir naviguer sur le terrain. Là, c'est pareil. Pour avoir accès aux aides publiques, il faut comprendre les règles qui permettent d'être éligible. Il y a 2200 aides, en tout cas dispositifs, qui sont déployés à l'échelle locale, régionale, nationale et européenne. Il y a quasiment forcément une aide pour un entrepreneur que vous connaissez. Bon, bah écoute, Rudy, je suis ravi de t'accueillir. On repart pour une nouvelle saison de Green to Green à la rencontre d'amateurs de rugby qui montent des boîtes. Et dans cette nouvelle vague, cette nouvelle saison qu'on lance ensemble, on a nos chemins se sont déjà croisés tous les deux sur les terrains de rugby. On a joué l'un contre l'autre en FFSE. Et aujourd'hui, tu montes une boîte. Et donc, je suis ravi de pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour rencontrer un peu plus la personne que tu es, le nouveau parcours que tu entreprends en ce moment et d'explorer ensemble les parallèles entre le monde du rugby et celui de l'entrepreneuriat. On a 40 minutes. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Super. Bah, écoute, on va commencer par une question qui est simple. Est-ce que tu peux te présenter, comme dans les vestiaires? Ouais, présente-toi. Moi, c'est Rudy Beauséjour. Comme tu l'as dit, on a des parcours assez similaires. J'ai fait une école de co. Moi, je viens par contre de la Martinique. Et puis, en ce moment, on joue tous les deux en division FFSE. Donc, on est un peu plus loin de la FFR et du rugby, on va dire de la voie royale du rugby, mais on continue à pratiquer un sport qui nous est cher. Puis aujourd'hui, je monte une boîte qui s'appelle Moriarty avec mon frère. Et je pense on aura le temps de parcourir ces liens de fraternité qui peuvent se créer avec les coéquipiers lorsqu'on est rugbyman. Top. Bah, écoute, on va pouvoir explorer tout ça ensemble. Moi, curieux de comprendre comment t'es tombé dans le monde du rugby. Ouais, alors venant de la Martinique, c'est pas simple, Oui. pas simple du tout, parce qu'en Martinique, il y a que 5-6 clubs. Je suis un enfant des années 90, donc pareil en termes de retransmission à la télé, c'était pas non plus la retransmission actuelle et le prime time sur Canal+ pour les gros chocs. Moi, la première chaîne dédiée au sport que j'ai eue, c'était ESPN via le câble. Donc j'ai plus vu de matchs de foot US au départ que de matchs de rugby. Et puis ça a changé grâce à Max Guazzini qui a amené un peu ce côté cheerleaders un peu à l'américaine et qui a ramené un public nouveau. Donc moi j'ai fait partie de ce public. Et à partir de là, j'ai commencé à me prendre de passion pour ce sport magnifique qui me rappelait un peu le système des arènes romaines où il y a des gladiateurs qui rentrent sur un terrain, qui mettent en jeu leur intégrité physique, m'a tout de suite plu. J'ai toujours eu un grand respect, une grande admiration pour les rugbyman. Et encore une fois, je pratiquais pas. Puis en arrivant en école de commerce, j'ai eu la possibilité d'avoir un cadre assez structuré à Reims pour pratiquer le rugby. Et c'est parti comme ça. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Tu disais la dernière fois qu'on avait échangé ensemble que tu avais commencé par le foot. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé par ce sport ou que tu as fait la transvase vers le rugby? Et qu'est-ce qu'il y a de semblable, tu vois, les similarités? Alors ouais, je faisais un peu de foot US. Quand je suis arrivé à Reims, je me suis inscrit d'abord dans le club de foot US de la ville de Reims et en parallèle dans le club de rugby de l'école. Et foot US, similarité, on est sur un sport d'engagement, un sport de prise d'espace, de combat aussi. On est sur un sport un peu violent vu de l'extérieur, mais qui est extrêmement stratégique, tout comme le rugby. Ce qui a fait qu'il y a eu une transition définitive vers le rugby, c'est cette notion de fraternité et de solidarité que j'ai trouvée dans le rugby et qui se résume en un épisode qu'on a eu
côté foot US où on a eu quelqu'un qui s'est brisé un membre et où on a eu 30 minutes avant l'arrivée des secours et un peu les coéquipiers qui regardaient pas trop ce mec-là, qui était un peu apeuré pour certains, d'autres qui se demandaient comment faire venir les secours. Et en fait, le manque un peu d'infrastructure a fait que je me suis dit bon, c'est pas fait pour moi. Je pense que je vais inquiéter tout le monde en disant que je fais foot US et rugby en Martinique. Ma mère, notamment, je vais passer au rugby où là, je suis avec des copains de cours où il y a une meilleure organisation et où j'avais déjà des liens qui commençaient à se tisser, qui étaient assez forts. Alors pour ceux qui te connaissent pas, tu as la particularité et l'avantage pour jouer au rugby ou au foot US d'être très grand et costaud. Ouais. Si tu es assis, on le voit pas forcément. Mais quel était le poste que tu portais, auquel tu en école ou à la rigueur? Ouais, en école, ça a été exclusivement le poste de deuxième ligne. Comme tu le dis, je fais presque 2 mètres, assez lourd, mais avec quand même une bonne mobilité. Ce qui m'a amené aussi à être troisième ligne parfois quand je suis passé par le Paris Université Club et ensuite en FFSE. Donc deuxième ligne assez lourd, assez mobile, c'est pas mal à avoir au sein d'une équipe. Donc voilà, deuxième ligne, on va dire, de formation, même si ça arrivait tard. Et puis avec une particularité d'être assez mobile, en tout cas au début de ma carrière. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais voilà. C'est rigolo parce que des derniers interviews, rencontres que j'ai faites d'entrepreneurs qui jouent au rugby, la plupart étaient troisième ligne. Et du coup, ensemble, on décortiquait un petit peu les particularités de ce poste, du troisième ligne qui doit être polyvalent, plaqué, se relever, etc. Est-ce qu'il y a des particularités du poste de deuxième ligne qui expliquent en partie l'entrepreneur que tu es devenu? Je sais pas, il y a une notion de travail de l'ombre, de venir au soutien, de faire des tâches qui sont, tu vois, des petites tâches mais qui aboutissent en fin de ligne à l'essai. Quel type de deuxième ligne t'étais et qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu t'as un peu déjà résumé le poste. Hein. Le deuxième ligne, c'est un peu un poste qui est méconnu et mal compris dans le rugby moderne. On met pas trop l'accent, mis à part pour les gabarits un peu particuliers qu'on peut avoir, mais qui est assez poste assez mal compris et méconnu, avec beaucoup de travail de l'ombre, beaucoup de déblayage, beaucoup d'engagement, de contact. De création d'espace, mais sur des séquences qui sont ultra courtes. On n'a pas, on va dire, cette capacité à nettoyer le terrain comme les troisième lignes. Par contre, on est aussi dans ces tâches de l'ombre qui font avancer l'équipe. Et ça, je trouve que ça correspond totalement à ma personnalité et c'est assez marrant quand on a commencé à échanger sur la préparation de ce podcast. Je me suis rendu compte que c'était vraiment en totale adéquation plus avec ma personnalité qu'avec mon gabarit en fait parce que je suis dans ces tâches de l'ombre, j'adore construire un peu derrière. Dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé dans des fonctions support, pas en front. Parfois, oui, ça m'arrivait de fronter des clients, mais un peu dans ces tâches de fond, de minutie, qui en fait font toute la stabilité du socle qui amène une entreprise à pouvoir avancer. Il y a un autre point commun qu'on a, là, de partager la même passion, de jouer dans le même championnat, c'est qu'on a tous les deux joué avec notre frère dans la même équipe. Qu'est-ce que ça change d'avoir joué, je crois que c'était pendant ton expérience quand tu étais en césure à Paris. Qu'est-ce que ça change d'avoir son frère? Tu parlais aussi de la notion de paternité tout à l'heure. Comment tu l'appréhendes? Qu'est-ce que ça change pour toi dans ta manière de jouer, d'entreprendre? Bah, émotionnellement, c'est très dur. Comme je le disais en introduction, on met quand même en jeu son intégrité physique quand on rentre sur un terrain de rugby. C'est très dur de se dire qu'on va jouer à côté de quelqu'un qui peut se blesser à tout moment. En fait, je j'ai jamais pensé à la blessure pour moi. C'est assez étrange. Même pour mes coéquipiers d'école, de club. Mais quand c'était mon frère, je me disais, ok, lui, je sais qu'il va y aller à fond, il va s'engager à 200%, et il y a possibilité qu'il se pète, quoi. Et émotionnellement, c'était quelque chose de plus à gérer. Par contre, il y a aussi une notion de dépassement de soi. Parce que avec mon frère, on est assez proches,
on a une espèce de rivalité assez saine où on se pousse tous les deux à aller de l'avant et où je me dis ok, je rate mon match, je vois Johan avancer, j'ai envie d'y aller avec lui, j'ai envie de le pousser à l'essai, j'ai envie d'avancer. Et on avait des postes assez similaires. Il jouait en troisième ligne, lui. Malheureusement, on n'a pas fait beaucoup de matchs ensemble, mais même lors des matchs d'entraînement, on était à 200%. Donc, un côté émotionnel un peu plus compliqué à gérer, mais ensuite, je pense que ça décuplait mon envie d'avancer, quoi. Il y a, il y a une question qu'on avait abordée la dernière fois qu'on avait échangé ensemble, qui était quelles étaient les valeurs que tu as développées, tu sais, à travers la pratique du rugby, et qui sont des valeurs qui sont transposables aujourd'hui dans le monde entrepreneurial sur lequel tu t'es lancé. Tu as beaucoup parlé de résilience. Est-ce que tu as des anecdotes à ce sujet ou des choses à partager sur d'autres valeurs que tu aurais développées pendant le rugby et que tu utilises? Ouais, la résilience, je pense que c'est une valeur qui est intrinsèque à la pratique du rugby. Déjà, je sais, tout le monde en fait des tonnes et des caisses sur le fait qu'on fasse des passes à l'arrière, mais c'est déjà dans la projection quelque chose qui montre qu'il faut avoir un projet, qu'il faut sans cesse y revenir. La résilience, c'est vraiment quelque chose qui se développe naturellement via le rugby. Il faut s'y filer, comme on dit dans le jargon. Il faut y aller, même quand on est à court de souffle, pour aller déblayer, dans le cas du deuxième ligne. Puis, ça rejoint d'autres valeurs, comme celle de la confiance, celle de la fiabilité, et puis de la transparence. On peut pas se cacher, hein, au rugby, on est un sport où on passe au sol. Par exemple, si tu as un deuxième ligne et que ton maillot est tout propre à la fin du match, on sait que t'as pas fait grand-chose. Et même à l'arrière, c'est le même sujet. Donc il y a une transparence totale. On peut pas se cacher, même s'il y a beaucoup de joueurs sur le terrain. Et puis on doit se donner pour les autres. On n'a pas le loisir d'abandonner ses coéquipiers parce que sinon, ben, le rideau il tombe et on prend un essai, quoi. On encaisse des points. On reviendra sur ces sujets de plaquer, se relever, enfin la résilience qui est propre quand même au poste de deuxième ligne, qui est sans doute un tout petit peu plus que l'ailier. Et ensuite, il y a un autre sujet sur lequel je voulais revenir, c'est quand tu joues avec ton frère ou des personnes avec qui tu as une émotion ou un lien particulier, tu es quand même en mesure d'aller chercher ces 10% de plus qui font à la fois la différence sur le terrain contre l'adversité, mais qui en dehors des terrains, je sais pas, l'heure que tu fais peut-être de 18 à 19 en plus, ou la rencontre que tu fais en plus. Enfin bref, c'est ce petit détail supplémentaire qui souvent fait renverser la balance, je Bah, trouve. t'as totalement raison. En fait, en jouant au rugby, tu crées des liens particuliers. Vraiment, hein. On passe quand même beaucoup de temps ensemble. C'est un sport qui demande, comme je l'ai dit, de l'engagement. Et puis, tu es amené à des situations, des contextes difficiles, que ce soit en termes d'organisation même du club, avec les possibles montées ou descentes, et puis les petits chocs qui peuvent survenir sur le terrain. Et tu as totalement raison, il y a des mecs qui sont devenus de vrais amis et pour qui on a envie de se donner t'as dit 10% de plus, moi j'ai presque envie de dire 50% de plus, parce que tu sais que la réciproque est vraie. Et d'avoir commencé le rugby en école, je trouve que c'est cool parce qu'on a eu une génération qui a grandi ensemble. Faut pas se mentir, t'arrives en école de commerce, t'as peut-être fait une prépa, mais t'es pas un produit fini. Et tu te construis avec des gens, tu apprends avec eux et en même temps tu partages la même passion et tu avances avec eux sur le terrain. T'as envie de te donner à 50% pour pas se décevoir ces gens-là parce que en dehors du terrain, c'est aussi les gens qui font partie de ta vie. Donc t'es toujours poussé à donner plus. Et puis dans mon cas, quand on construit une société avec son frère qui a été son coéquipier au rugby, ah oui, tu dis la petite heure de 18 à 19, ça va beaucoup plus loin parfois, mais c'est le jeu et on adore ça. C'est rigolo, ça fait deux, trois fois que tu me tends la perche, alors je vais la prendre. Je trouve que le terrain, il donne des indices sur, tu vois, à quel point tu peux compter sur les personnes qui jouent. Enfin, tu sais que tu peux pas te cacher. Tu vois très bien celui qui gratte, celui qui plaque, celui qui se replace.
Et je trouve qu'en dehors, dans le monde professionnel, c'est plus dur d'avoir cette clarté, ce discernement-là. Est-ce que toi, il y a une façon que tu as de voir tes coéquipiers sur le terrain ou de regarder un match qui te donne des indications sur la personne, tu vois, ou à quel point tu peux travailler avec elle, t'engager, t'embarquer ou la recruter, que tu utilises en dehors? Des choses auxquelles tu regardes, des red flags ou des petits détails? Ouais, j'aime beaucoup cette citation de Christophe Furios qui dit on a besoin de se sentir. Je le fais pas avec l'accent, mais je l'ai bien en tête et il a totalement raison. Je trouve que et c'est pas forcément par un contact physique, c'est par un regard échangé à un moment charnière lors de match, une mêlée qui est proche de ton embut. À un moment où tu viens d'avoir un turnover, tu regardes la personne dans les yeux, tu vois sa conviction. En fait, c'est ces choses-là qu'on va chercher aussi dans le monde professionnel. Mais pour le faire, il faut être au contact des gens, il faut être proche, pouvoir passer du temps avec eux et comprendre comment ils fonctionnent. Parce que j'ai en tête deux coéquipiers, j'ai les deux avec qui j'ai joué depuis l'école jusqu'à maintenant. On a fait un match samedi dernier ensemble. On n'a plus besoin de parler. Ils savent que quand je commence à ruminer dans ma barbe, quel mot me glisser et me susurrer à l'oreille pour me calmer. Inversement, je sais que quand Yann se poste à un endroit, je dois être dans une autre zone parce qu'il va me faire la passe et finalement c'est Clément qu'on surnomme Panda qui fait aussi 2 mètres qui va y aller après. Donc oui, il faut vraiment sentir les gens, passer du temps avec eux et essayer pas jouer sur tout ce qu'on dit soft skill, hard skill, mais voir comment les gens ont envie de s'engager envers toi et si tu leur donnes, ont envie de te redonner à leur tour aussi. C'est rigolo que tu partages ça. Donc moi aussi, j'ai joué en école de commerce et je joue toujours avec la même bande de copains. Et j'avais lu un livre de Dan Carter qui disait un peu ce qu'on ressent aujourd'hui, qui était de dire, lui, il avait toujours joué avec Manu, celui qui vient de re-signer à Toulon, etc. Incroyable d'ailleurs. Hein. Et il disait que lui, tu vois, c'est un type de centre très agressif, qui aime beaucoup le contact physique, mais qui peut déboulonner très vite. Et il le voyait à son attitude, c'est-à-dire quand il commençait à mettre ses mains, tu vois, sur les hanches, à mettre plus de temps à se replacer, qu'il allait potentiellement faire une faute par la suite ou se faire un plaquage plus haut, etc. Et à chaque fois, il lui disait, tu vois, il lui disait short, la couleur du short de l'adversaire pour qu'il reste concentré sur sa prochaine action, etc. Et je trouve que ces petits détails de connaissance de la personne avec qui tu t'embarques et tu fais le match font souvent la différence entre pour essayer de garder cet équilibre. Quoi. C'est rigolo que tu l'aies aussi avec tes coéquipiers. Oui, totalement. Mais après, là, on a bientôt 35 ans, ça fait 14 ans qu'on joue ensemble. Il y a vraiment, ouais, cette connivence, cette connaissance aussi des uns et des autres, et qui nous permettent de communiquer, de calmer l'un, de rassurer l'autre. C'est incroyable et c'est une connexion que je retrouve uniquement avec mon frère, par exemple. Et ça s'est créé très rapidement via le rugby. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'inspirent? Tu vois, on parle beaucoup d'inspiration, beaucoup de personnes qui sont en quête, en reconversion, en quête de sens. Est-ce que le rugby, toi, c'est une source d'inspiration pour toi? Et est-ce qu'il y a des joueurs qui sont exemplaires ou pour lesquels tu t'inspires? Totalement. Totalement. Le premier qui me vient en tête, c'est Thierry Dussautoir. Donc, pas forcément mon poste, mais on revient à ces troisième lignes. En fait, des hommes orchestres incroyables, un engagement sans faille, et puis parcours, on va dire extra rugbystique incroyable sur le plan académique. Il est ingénieur, il a passé ses diplômes et ses certifications pendant sa carrière professionnelle et internationale. Je trouve que ça, comme rôle modèle, tu peux pas trouver mieux que Thierry Dussautoir. Et surtout, une capacité à exceller dans différents domaines. En tant que consultant, moi j'adore. Je trouve qu'il est souvent extrêmement posé, ce qui fait un peu aussi le lien et le parallèle pardon avec le joueur qu'il était où parfois tu le voyais pas
du tout arriver et tu te voyais débouler et découper un mec à un moment clé. Et je pense déjà qu'un troisième ligne soit élu meilleur joueur du monde, un troisième ligne français. On va pas se mentir, c'est plus compliqué pour les Français. Ça prouve une qualité incroyable, mais qu'en plus que tu te dises que pendant ce temps-là, il passait ses diplômes d'ingé, c'est fou, quoi. Ouais, Thierry Dusautoir qui est pareil, un entrepreneur aussi. Exactement. Qu'il a quitté les terrains de rugby. Donc comme quoi le lien et le parallèle continuent. Écoute, j'aimerais qu'on se fasse une petite session de questions tic-tac, si ça te va, pour bien comprendre quel était le joueur que tu es. Avec plaisir. Donc si ça te va, c'est des réponses simples. Tu as le choix entre deux propositions et tu nous dis celle qui correspond le plus au joueur que tu es. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, est-ce que tu préfères les passes avant ou après contact? Après contact. Plaqué ou gratté? Plaqué. Marqué ou faire marquer? Faire marquer. Crochet ou raffut? Raffut. Avant ou arrière? Arrière. Beaucoup d'admiration pour les arrières. Crochet ou percussion? Percussion. Dans les 22 adverses, est-ce que tu prends la touche ou tu prends la pénalité? Les 3 points. Est-ce que tu préférerais remporter le Brennus ou la Champions Cup? Brennus. Le Brennus, gagner à l'extérieur ou ne pas perdre à domicile? Ne pas perdre à domicile. Et première, deuxième ou troisième mi-temps? Question piège, je dirais troisième mi-temps, évidemment. Troisième mi-temps. Après avoir gagné les 2 premières. Trop bien. Bon, bah écoute, je te propose de passer dans la deuxième phase de cet échange. L'idée, c'est de comprendre un petit peu l'aventure entrepreneuriale dans laquelle tu t'es lancé. Qu'est-ce que c'est Moriarty aujourd'hui? Et puis, ben, ensemble, on va essayer de dresser des parallèles entre, pour comprendre le joueur que tu étais, comment ça se fait que tu te retrouves à monter ce type de boîte avec ce type d'associés dans ce secteur. Donc, curieux d'ouvrir un petit peu le capot ensemble. Avec grand plaisir. Moriarty, c'est très simple. Ça part d'un constat qui est un constat vécu. J'investis avec mon frère depuis quelques années dans des startups et des PME françaises. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de dispositifs d'aide publique à disposition des entrepreneurs, des fondateurs, mais que l'on voyait à chaque fois toujours les mêmes sujets revenir, qu'il y avait un sujet d'intermédiation aussi qui était nécessaire parce que on va dire que la structure, l'infrastructure pour décrocher ces aides est un peu obscure. Il y a tout un sujet de détricoter des législations pour comprendre ce à quoi on a droit. Et l'État lui-même a dressé un constat pour les TPE-PME, 80% des entreprises qui ont droit à des aides passent à côté. Donc nous, on s'est dit un peu bête d'investir dans des boîtes qui peuvent avoir du financement gratuit, enfin gratuit, mais lié à leur situation, et de ne pas les aider à y aller. Et puis, il y a tout ce sujet des intermédiaires où on se disait, un intermédiaire qui se positionne et qui peut avoir un commissionnement assez important, parce qu'il y a des boîtes qui vont entre 10 et 30%. Pourquoi? Parce que on est dans un univers qui est très complexe, qui est chronophage, et nous, on veut casser ça. Il y a une partie asymétrie de l'information. Ok, j'ai droit à quoi? Une fois que je sais à quoi j'ai droit, comment je monte le dossier? Nous, on vient sur cette partie-là. On a un outil qui s'appelle le radar, où tu mets ton SIRET, tu réponds à quelques questions, ça peut se faire en 30 secondes, mais on dit en moins d'une minute, et où tu as une liste exhaustive de toutes les aides auxquelles tu peux prétendre. Puis après, on prend en main le dossier pour t'aider à le monter avec technologie d'automatisation, un peu d'IA, pour gagner un peu du temps, pour être sûr de respecter les standards qui sont demandés par les financeurs, pour aider les entrepreneurs à booster leur trésorerie et à garder leur activité, parfois à recruter plus d'autres fois, et puis voilà. Écoute, j'ai plein de questions. La première, c'est pourquoi avoir choisi de te lancer dans l'aventure avec ton frère? Et quelles sont les complémentarités que vous avez? Tu disais qu'il jouait troisième ligne sur le terrain et toi deuxième ligne. Est-ce qu'il y a des parallèles ou des traits
font qu'aujourd'hui vous répartissez d'une certaine façon les choses au sein de cette aventure? Ouais, il y a des parallèles. Travail de l'ombre, moi je suis COO. Mon frère, lui, est CEO, donc c'est le fondateur même originel de la boîte qui a précédé Moriarty, puisque initialement on s'était lancé sur un système de cabinet classique fiscal avec le fonctionnement un peu bateau de on va démarcher des clients, on voit les aides qu'on connaît, on leur propose notre accompagnement. Voilà, il a fait ça pendant 2 ans pour comprendre parfaitement le marché. Donc il y est allé, il s'y est filé. Et c'est ça son côté troisième ligne, c'est qu'il a déblayé tout le terrain. Il a même un peu fait l'essuie-glace, comme on dit, de pas faire parfois pour ne pas se cramer. Mais il a pendant 2 ans déblayé et défriché le terrain avec un cabinet classique. Et moi, je suis arrivé avec mon côté data et automatisation où je lui ai dit mais écoute sur tel sujet donc le premier celui du radar on peut aller bien plus vite et conseiller sur bien plus d'aides et donc parler à plus de personnes et faire tomber les obstacles qui font que par exemple les TPE les artisans ne se lancent pas dans le fait d'aller décrocher des aides publiques. Ok. C'est top, je trouve, le fait de t'être lancé sur cette boîte-là, t'étais deuxième ligne qui venait au soutien, et là tu viens au soutien des entrepreneurs. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi et pourquoi tu es à la bonne place, tu vois? Le parallèle est pour moi un peu est parfait. On se lance dans une compétition parce que je prends toujours les choses comme un challenge où il y a un corpus de règles qui est énorme. Et comme au rugby, il faut comprendre les règles pour pouvoir naviguer sur le terrain. Là, c'est pareil. Pour avoir accès aux aides publiques, il faut comprendre les règles qui permettent d'être éligible, de monter le dossier comme c'est demandé et ce côté un peu administratif que les gens oublient aussi hein, sur le rugby. Mais les meilleurs joueurs, je ne vais pas dire son nom, mais un certain Richie de Nouvelle-Zélande sont les hommes qui comprennent parfaitement les règles. Et nous, on s'est rendu compte en ayant le cabinet pendant 2 ans avec Johan que les règles trop nombreuses étaient un obstacle, la complexité, un obstacle à l'entrée de certains types d'entrepreneurs dans cette recherche d'aide publique. Donc c'est vraiment ce premier cheval de bataille qu'on a eu, c'est simplifier au maximum, dire on crée un outil, tu mets ton SIRET, t'es entrepreneur, tu connais ton SIRET et tu as des premières réponses. Et là, pour moi, c'est un parallèle fort avec le rugby. Les règles changent tout le temps, un peu comme dans le financement. Là, on l'a vu avec le projet loi finance. Le but, c'est pas d'être spécialiste sur un sujet, par exemple le crédit d'impôt ou le financement qu'on peut avoir via la BPI ou le FEDER. C'est de donner une vision et une compréhension complète aux gens qu'on accompagne sur ce qu'ils peuvent faire et ensuite les laisser s'amuser comme sur le pré. C'est intéressant que tu partages ça. Je t'en avais peut-être parlé en off, mais une partie de ces échanges m'aide aussi à avancer sur l'écriture d'un livre. Et il y a un des parallèles entre le rugby, je trouve, et l'entrepreneuriat, c'est la notion de règle, pour laquelle moi j'ai la sensation qu'elle crée des occasions, des opportunités de jeu qui sont nouvelles. On redistribue les cartes et tu en as certains qui arrivent à jouer avec la règle, à la frôler. Tu as cité Richie Tubb qui était pas mal, tu vois, toujours à la frontière, à la limite, Ouais. mais qui, de fait de la frôler sans forcément la franchir, arrivait quand même à faire avancer son équipe, etc. Aujourd'hui, est-ce que de ton côté, le business dans lequel tu t'es lancé, la règle, elle t'aide et tu l'utilises, tu as besoin d'en prendre conscience, de la simplifier, vulgariser? Ou au contraire, il faut que, enfin voilà, comment tu appréhendes en dehors des terrains cette règle, du fait de l'avoir appréhendée sur les terrains, tu vois? La règle pour nous c'est une opportunité. Alors, on est arrivé, on est un acteur relativement récent sur ce secteur. Et en fait, on voyait par exemple lors je le redis, des votes sur la loi finance que il y avait un sujet chez nos concurrents qui sont de taille bien plus importante, qui était de limite faire du lobbying pour que ça change pas. Alors que nous, avec les outils qu'on a développés, on se dit non, on s'adapte à la règle, c'est une opportunité nouvelle.
peut-être qu'il y a certains acteurs qui vont plus bénéficier de la même manière, dans les mêmes ordres de certains financements, mais ça ouvre des opportunités pour d'autres. Ça ouvre des voies d'exploration sur d'autres financements. Et ça, je trouve que, pareil, parallèle avec le rugby fort, si on prend une règle nouvelle, je vais pas prendre celle du carton rouge de 20 minutes, j'aime pas du tout, je comprends pas. Mais celle du 50-22, donc qui concerne plutôt les arrières, hein, j'ai pas de pied. Mais quand la règle a été introduite, qui est aussi issue du 13, si je ne m'abuse, ça a introduit de nouvelles manières de jouer et une nouvelle manière de se positionner. Et d'ailleurs, c'était la volonté des instances de dire, OK, on va rajouter un certain dynamisme au jeu, une nouvelle manière de progresser aussi, parce qu'on peut gagner énormément de terrain via cette règle du 50-22 et gagner et garder la possession. C'est la même chose pour nous. Nous, on veut être un acteur assez agile, assez adaptable pour ne pas remettre en cause la règle comme sur le terrain. Pas discuter avec l'arbitre. On n'a pas la prétention de dire qu'on sait mieux que les députés, que les instances qui votent les financements, mais on va coller à cette règle et aller chercher les gens qui peuvent en bénéficier de la règle. Voilà. Tu parlais de dynamisme, de vitesse. Il y a un sujet aussi qui revient souvent dans le rugby et qui fait la différence, c'est l'importance du timing. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on appelle ça le momentum ou le bon moment pour que ton produit ou la combinaison avec laquelle tu arrives sur le marché fonctionne. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es lancé là-dedans à ce moment-là? Et pourquoi c'est le bon timing? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Il y a de nouvelles poches budgétaires qui ont été débloquées? Des choses que vous avez. C'est maintenant qu'il faut y aller. Ben, le bon timing, ouais, et par deux aspects différents. Le premier, c'est que on se rend compte qu'on revient à un monde un peu où il y a du protectionnisme qui refait surface, hein, avec les droits de douane de Trump et la réciproque par tous les pays qui les subissent. Euh, on va pas se mentir, un droit de douane, c'est un moyen de protéger ces entreprises locales et nationales. C'est une politique un peu passive qui permet de subventionner. Si mon concurrent doit payer 25% de plus que moi, bah, je suis beaucoup plus compétitif. Donc ça, en termes de timing, on sait, on ressent, et puis les dirigeants des autres pays les ont déjà dit, dont la France, qu'on va devoir soutenir d'autant plus nos entreprises. Et là, le soutien actif, il se fait par le financement public sur des sujets d'intérêt généraux. On l'a vu avec le sommet sur l'IA. D'ailleurs, on s'y est croisé à Station F, où là, il y avait des annonces de financement privé, mais il y a aussi tout un volet public où je pense qu'on est dans un moment charnière où il faut protéger les entreprises. Il y a aussi un autre sujet, c'est celui de l'intelligence artificielle. Quand je dis qu'on s'adapte, c'est qu'on a la possibilité, grâce à l'intelligence artificielle, de mieux simplifier. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle telle qu'elle est à l'heure actuelle fonctionnelle, ça permettra pas de remplacer des gens. Il faut pour l'instant casser ce mythe. Peut-être que ça viendra dans le futur. Il y aura un accompagnement à faire encore une fois pour nos sociétés. Mais à l'heure actuelle, ça permet d'appréhender l'information très rapidement, beaucoup plus rapidement que des dizaines même d'humains pourraient le faire. Et donc, dans ce sujet d'adaptabilité au changement de cadre législatif et réglementaire, c'est un outil qui est parfait. On a vu plein de startups se baser sur l'IA pour aider les avocats. Nous, on est dans un cadre législatif aussi. Ça nous aide à détricoter les règlements, ça nous aide à produire du contenu et ça nous aide à accompagner nos clients pour leur décrocher de la trésorerie. Donc oui, une notion du momentum très importante et on a deux volets qui arrivent et qui permettent à une structure comme la nôtre de se positionner et d'avoir des standards très élevés dès le départ. J'ai envie de réagir sur plein de choses forcément, mais tu disais tout à l'heure que tu préférais ne pas perdre à domicile. Je trouve Ouais. qu'il y a un lien aussi avec le fait d'accompagner des entrepreneurs français. Euh,
Est-ce que tu trouves qu'il y a un French flair entrepreneurial français, une façon qui est particulière d'entreprendre et pour laquelle toi tu es sensible? Est-ce que c'est des sujets d'artisanat, de PME, pour lesquels tu te dis bah c'est eux que je veux soutenir? Et voilà, quelles sont les façons d'entreprendre que tu trouves qui sont peut-être un peu particulières à la France? Ben, totalement. On est très particulier, hein, le peuple français. On est un peuple qui fait pas les choses comme les autres. Si on regarde de manière économique le maillage économique français, les PME et TPE, c'est le cœur de l'activité économique. En termes d'emploi, après en valeur, c'est un autre sujet évidemment. On a des locomotives qui sont cotées et qui nous permettent d'avoir une résonance internationale et qui tirent aussi l'économie. Mais on est une économie où il y a quand même un maillage TPE-PME qui est énorme. On parle aussi de l'artisanat. L'artisanat à la française a été jusqu'ici relativement bien préservé depuis longtemps. Et puis, je pense qu'il y a eu du côté des décideurs une prise de conscience qu'il fallait aussi le préserver parce que ça faisait aussi notre identité. Et moi, je trouve ça hyper important de garder cette manière d'entreprendre à la française. C'est-à-dire que pas forcément créer des immenses équipes. On s'en est déjà parlé, mais pour moi, la taille parfaite d'une équipe, c'est 15 en tout cas titulaires, et puis aller chercher des finisseurs comme on dit derrière, mais c'est aussi la taille de la majorité des entreprises françaises. On est entre 10 et 30, 10 et 50 entreprises, employés chez les TPE, et ces entreprises-là ont besoin d'accompagnement. Moi, je trouve que c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Et c'est pour ça que je disais au départ, on a toujours investi avec mon père. On vient d'une famille d'entrepreneurs, d'artisans dans le domaine du BTP. Pas de très grosses structures, mais des gens qui sont allés de l'huile de coude pour monter des sociétés et toujours eu une très grosse admiration pour ces entrepreneurs-là. Parce qu'il y a tout le volet administratif qui peut être très lourd, qu'il faut gérer. Il y a les employés à gérer, mais avec lesquels tu es dans une structure qui est pas énorme et donc pas déshumanisée, pas dépersonnalisée. Et donc, ça va au-delà du lien de subordination. Parfois, tu connais leurs enfants, etc. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut préserver. On a, oui, les GAFAM, etc., qui nous amènent de la technologie, ok, mais ces gens-là peuvent en tirer profit et garder leur manière d'entreprendre. C'est un vrai sujet pour nous de soutenir les artisans. Je trouve que tu parles beaucoup aussi de simplification, vulgarisation. Ouais. Il y a un parallèle, je trouve, avec le monde du rugby où si tu n'es pas à l'aise et solide sur les fondations, tu perds, quoi. Si tu perds les touches, si tu perds en mêlée, tu fais des en avant, hein. Et je trouve que dans ce qui ressort de ton échange, il y a cette volonté de simplifier les choses pour créer une fondation solide. Est-ce que tu trouves que c'est le cas? Est-ce que c'est un parallèle que tu trouves avec le monde du rugby, cette notion de fondamentaux sur laquelle bah, vous agissez? Ouais, totalement, totalement. Dans le rugby, comme tu dis, tu as ces fondamentaux qui te permettent déjà de te rassurer. Et je trouve que la réassurance, le fait d'être confiant, c'est quelque chose qui permet d'avancer plus sereinement. Si tu gagnes, tu sais que sur ta mêlée, tu vas gagner ou en tout cas tu vas pas être pénalisé. Sur ta touche, tu vas bien capter tes ballons et tes lancements de jeu sont pas dégueux. Je pense surtout à notre niveau, t'as déjà gagné quasiment ton match, mis à part du jeu, t'es tranquille. Et en fait, oui, il y a un corpus énorme de règles dans le rugby ou dans le financement public, mais sur les fondamentaux, si on arrive à les sacraliser, à les simplifier et à les poser comme base, on va aller vers l'avant et oui, on trouve de la trésor pour nos clients comme on va trouver l'espace pour aller marquer cet essai sur le terrain. Il y a une autre notion que je voulais aborder avec toi, c'est cette notion d'adversité. Parce que vous vous lancez quand même sur un marché où il y a du monde.
c'est une bonne chose, comme ça peut aussi complexifier certaines choses. Comment tu appréhendes cette, adversité? Qu'est-ce que ça change dans votre manière de jouer, le style de jeu et cetera? Et comment vous différenciez? Tu as commencé à apporter quelques éléments de réponse sur, la partie automatisation IA, qui vient forcément avoir un jeu sur la simplification. Mais voilà, juste curieux de savoir comment tu appréhendes ça et comment vous comptez vous démarquer, quoi? Bah, déjà, de manière juste philosophique, moi je pense que tu ne peux pas savoir où tu en es s'il n'y a pas d'adversité. Tu peux te jauger que par le biais de tes adversaires. Et d'ailleurs, nos adversaires sont nos meilleurs ennemis. Quand on voit le 15 de France face à l'Angleterre, ça permet de se jauger lors des crunchs. Il y a ce côté rivalité qui te pousse à aller vers le meilleur. Et donc, comme je l'ai dit, Johan a passé d'abord 2 ans dans un format cabinet traditionnel qu'il avait lancé, ce qui nous permet de comprendre un peu les standards et le fonctionnement actuel de nos concurrents. Et puis, on a pu voir aussi ce qui pouvait être optimisé en interne, et puis surtout ce qui était un pain, un obstacle pour les clients. Et nous, dans la différenciation, je l'ai dit, oui, on veut pouvoir toucher tout le monde, TPE, PME, artisans, et pour ce faire, on veut leur donner de l'information claire, simple, via ce radar. Quelles sont les aides que vous pouvez demander? C'est simple, c'est gratuit. On va sur notre site, on insère son SIRET et on a accès à l'information. Puis dans un second temps, on a des manières de travailler qui sont aussi différentes. Nous, on dit qu'on veut abaisser les barrières, qu'on veut embarquer tout le monde. Ben, si on va chercher de la trésorerie pour quelqu'un, on estime qu'on lui demande pas de frais de dossier, de frais à l'entrée. Sinon, tu es un entrepreneur, tu me dis, moi j'ai envie d'améliorer mon BFR, mais je te dis, bon, d'abord, tu le détériores en me donnant un petit pécule et ensuite on va te trouver de l'argent. Non, ça, on le fait pas de notre côté. C'est un différenciateur fort aussi. Et puis dans l'accompagnement, on est un cabinet à taille humaine. Oui, on fait appel à des nouvelles technologies pour gérer l'information du mieux qu'on le peut. C'est pour limiter les frictions et fluidifier et simplifier. Mais on a un accompagnement qui est totalement personnalisé et qui est différencié en fonction du financement et du client, quelle que soit sa taille, qui vient en face. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? Et voilà, comment on va pouvoir t'aider là dans les prochains mois à remplir cette mission? Alors aujourd'hui, on a eu une belle étape qui a validé un peu notre market fit, c'est qu'on a déjà pu distribuer, aller chercher 1 million, plus d'1 million de financement public pour nos clients. À l'heure actuelle, si on veut nous contacter, ben c'est via le site où on est à Station F. On a pu y entrer aussi au sein du programme Fighters. C'était un concours, donc pas mal aussi au niveau de l'adversité. On voit que le projet qu'on portait résonnait aux oreilles d'autres personnes et était pertinent dans la manière dont on l'exécutait. Puis oui, c'est ça, grosse fierté d'être allé chercher ce million pour nos clients. On a livré cette première mouture qui est le radar, donc mes aides, ok, parfaitement pour mon entreprise. Et on développe plein de fonctionnalités, un collecteur qui permet d'héberger ces documents, que ces documents soient un peu labellisés via l'IA directement, dire ok c'est un bon document qu'on peut utiliser pour l'aide X, pour le financement Y rapidement, et on a plein d'autres fonctionnalités qui vont être livrées très bientôt. Et puis si on veut nous aider, ben partagez un peu avec tous les entrepreneurs que vous connaissez. Il y a 2200 aides, en tout cas dispositifs, qui sont déployés à l'échelle locale, régionale, nationale et européenne. Il y a quasiment forcément une aide pour un entrepreneur que vous connaissez. Donc si vous connaissez un entrepreneur, dites-lui qu'il y a des gens qui peuvent l'accompagner gratuitement au départ. En tout cas, voir ce qui est possible de faire, ça c'est totalement gratuit.
avec le radar, et puis on a envie de les accompagner parce qu'on vient de ce milieu, on est entrepreneur, on est investisseur dans l'économie française, on est un peu skin in the game, comme disent les anglo-saxons. On a envie d'accompagner cet écosystème dont on fait partie et qu'on soutient depuis longtemps. Eh bien, écoute, bon courage pour tout ça. Moi, j'ai, Merci. à travers ce podcast, l'envie aussi de mettre un petit coup de projecteur sur ton initiative. Et puis, je le partage aussi ici en interne avec l'incubateur et les entrepreneurs qu'on accompagne, pour lesquels ce sont des gros sujets et pour lesquels l'axe sur lequel vous êtes positionné de ne pas prendre de commission dès le départ est game changer. Et je trouve est en lien et cohérent avec le joueur que tu es. Donc, je trouve ça vraiment top. On Merci. arrive à la fin de l'épisode. Il y a juste peut-être une question pour finir. Ce serait quel est le conseil que tu peux donner à la prochaine génération, à la fois de joueurs entrepreneurs, donc d'amateurs de rugby qui auraient la chance comme nous de découvrir ce sport en école et de le poursuivre en FFSE, mais aussi d'entrepreneurs qui seraient à la recherche d'inspiration. Quel est le conseil ou quel est le déclic que toi tu as eu? Qu'est-ce que tu peux partager là-dessus? Ben, le conseil principal, moi, c'est donnez-vous à 200%. Engagez-vous auprès des gens. C'est ces valeurs-là qu'on a qu'on a obtenues grâce au rugby. C'est s'engager auprès des gens, trouver ces personnes de confiance, être une personne de confiance pour les autres. Moi, je me suis rendu compte aussi en préparant un peu notre conversation, notre échange, que de manière assez intuitive, je suis toujours allé dans des entreprises qui mettaient le rugby au sein de leur sujet de prédilection, KPMG avec leur tournoi Invictus qui réunit à la fin plusieurs pays auxquels j'ai pu participer. C'était du rugby à 7, donc assez chaud pour moi, vu mon gabarit. Et puis Société Générale, qui est un partenaire du rugby français depuis longtemps. Et on garde ces valeurs-là côté Moriarty. Et puis surtout, on en avait parlé. Bah, c'est déjà le cas là. Cette conversation en est une preuve forte. La relation qu'on a avec même ses adversaires au rugby est tellement forte, le respect qu'on se porte les uns aux autres, fort que lorsqu'on a besoin de quelque chose, si vous êtes joueur de rugby et qu'ensuite vous vous lancez dans le monde du travail, que ce soit en entrepreneuriat, ce que je vous souhaite, ou dans le salariat, vous aurez toujours le soutien, et ça c'est le deuxième ligne qui parle des anciens joueurs de rugby ou des joueurs de rugby actuels. Moi, dans mes amis, j'en ai plein qui sont entrepreneurs et rugbyman, et on échange souvent, on a des initiatives communes, et c'est un vrai réseau. C'est un vrai réseau extra école, extra amitié et famille qui est un peu une seconde famille qui se crée très vite. Hein. T'arrives à un endroit, tu parles, mais toi, t'as pas fait du rugby et c'est parti. Hein. La solidarité fait son œuvre. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle je suis parti avec ce podcast à la rencontre d'amateurs de rugby qui lancent des boîtes et que j'utilise cette casquette du rugby pour mettre le pied dans la porte et puis après lever le capot ensemble, découvrir un petit peu les parallèles et les aventures entrepreneuriales sur lesquelles se lancent à la fois les gens avec qui je joue, mais contre qui je joue aussi. Tu as bien raison, Rudy. Écoute, je te remercie pour ton temps Merci à et toi. ravi d'avoir pris ce temps-là en dehors des terrains pour mieux comprendre ce que tu fais et comment on pouvait t'aider. Je vais partager cet épisode sur toutes les plateformes, partager le lien pour échanger et découvrir ce que vous faites. Et puis, j'espère pouvoir te recroiser sur les terrains très vite avec le moins d'élan possible, c'est mieux, je pense. Mais voilà, je te souhaite tout le meilleur pour cette aventure. Merci. Et j'espère qu'on sera au soutien de ta percée. Merci beaucoup. À toi aussi. Bonne saison. J'espère qu'on se revoit en phase finale. J'avais pas pu être là pour le premier match, donc j'espère qu'on se revoit en phase finale. Le rendez-vous est pris. On se voit en phase finale. À très vite. Salut!